parler aujourd'hui du logiciel SCAPI et du protocole TLS. TLS, Transport Layer Security, vous le connaissez peut-être sous son ancienne dénomination. Donc SSL. Et donc l'esprit de la présentation, ça va être de vous donner un aperçu assez pratique du protocole, de vous montrer un petit peu comment est-ce que les différentes briques cryptographiques qui vont servir à la base du protocole TLS vont permettre de vous faire vérifier un certain nombre de propriétés de sécurité, et bien notamment vous allez voir l'impact que ça peut avoir sur des notions de vie privée. Donc, en fait, ça c'est mon seul slide, le reste est en ligne. Je vous propose de charger un notebook sur l'URL qu'on a indiqué sur le slide. Normalement, on a provisionné assez de machines pour que tout le monde ait accès à un conteneur Docker. Je vais expliquer un petit peu à quoi sert notre installation. Et puis, bon, si jamais il y a un souci, si jamais vous avez un souci avec le réseau ici, ça marche aussi sur les portables normalement. Sinon, il y a même moyen d'accéder à des versions à froid des notebooks sur le dépôt GitHub. Donc normalement, tout le monde devrait s'en sortir. Il n'y a pas encore de code, c'est mon introduction. Donc, TLS, donc Transport Layer Security, comme je vous l'ai dit, c'est un protocole qui va permettre de sécuriser l'échange de communication. Et en fait, ce qui va être assez pratique et ce qui fait que l'usage de ce protocole est assez répandu, c'est qu'il n'y a pas de le protocole et les échanges applicatifs qui sont protégés par TLS ne sont pas prédéfinis par TLS, ils ne sont pas contraints. De sorte que, eh bien, comme vous l'a dit Sarah, on peut protéger le DNS à l'aide de TLS, on peut aussi protéger les échanges HTTP à l'aide de TLS, des échanges aussi dans des contextes de messagerie. Et eh bien, notamment, un des usages les plus courants de TLS, ça va être dans le cadre du protocole HTTPS. Donc, comme je vous l'ai dit, la protection d'échanges HTTP entre un client et un serveur à l'aide de TLS. Alors, qu'est-ce qu'on entend quand on parle de protection à l'aide de TLS? Ça va être essentiellement la vérification de 3 propriétés de sécurité principales. Je peux peut-être me permettre de zoomer un peu. Voilà. 3 propriétés de sécurité principales. Donc, la première étant la confidentialité des échanges applicatifs, c'est-à-dire que si jamais on a un attaquant sur le réseau entre un client et un serveur, il n'est pas capable de comprendre les messages qui vont s'échanger entre les deux parties communicantes. Ensuite, l'intégrité des échanges applicatifs. Donc ça signifie que eh bien, si l'attaquant pour le coup était actif et qu'il cherchait à intercepter et à modifier des messages qui s'échangent entre le client et le serveur, eh bien, il existe des motifs d'intégrité qui sont qui sont transmis dans les paquets, dans les records TLS, qui permettent au client et au serveur de s'apercevoir si jamais eh bien, il y a eu interception et compromission des messages en cours de route. Et la troisième propriété de sécurité, ça va être l'authentification du serveur, c'est-à-dire que le client va être en mesure de s'assurer d'un point de vue cryptographique qu'il est bien en train d'échanger avec le serveur auquel il souhaitait accéder à la base. Alors, il est aussi possible avec TLS d'effectuer une authentification du client, et c'est d'ailleurs utilisé dans un certain nombre d'applications. Bon, la plupart du temps, c'est quand même essentiellement le serveur qui est authentifié et pas le client, et notamment dans le cadre de HTTPS pour des échanges web publics, c'est comme ça que ça va se passer la plupart du temps. Alors, en fait, TLS, donc Sarah vous a parlé un petit peu de son usage en association enfin, pour le DNS. Je ne vais pas forcément plus rentrer dans les détails. Disons que, en particulier, la propriété de confidentialité qui est permise par TLS va pouvoir
comment dire, c'est un apport pour la vie privée. Et du coup, il y a on va dire, oui, deux méthodes de protection principales pour le DNS over TLS, c'est-à-dire que soit les serveurs DNS vont permettre l'usage de TLS, vont signaler pardon, aux clients qui cherchent à se connecter à eux que eh bien, ils prennent en charge TLS et que du coup la suite des échanges va pouvoir être protégée. Soit eh bien, on va provisionner les échanges, c'est-à-dire que on va faire en sorte que le client sache avant même le premier échange que le serveur DNS propose du TLS et du coup eh bien, dès le début des communications, les communications pourraient être protégées. Je fais un rapide point aussi sur DTLS, histoire de clarifier toute ambiguïté. DTLS, ça n'a rien à voir avec DNS over TLS, malgré l'acronyme qu'on pourrait tenter de créer. Donc si j'en parle aussi, c'est un petit peu parce que eh bien, dans le DNS, on est plus habitué à un contexte d'échange par datagramme, et pour le coup eh bien, DTLS c'est exactement c'est en fait prévu pour porter les propriétés de TLS qui tourne d'habitude en fait avec un protocole de transport TCP. Donc DTLS permet de porter ces propriétés de sécurité dans un contexte à datagramme. Et comment est-ce que ça marche en fait? Le DTLS va définir un certain nombre de modifications par rapport au TLS standard qui vont reproduire plus ou moins des propriétés du protocole de transport TCP. C'est-à-dire que on va limiter la fragmentation, il va y avoir des numéros de séquence explicites. Ensuite, plus propre à TLS, lorsque on va se servir des fonctions de base cryptographique, on ne pourra pas faire de chiffrement avec état, notamment RC4, ça ne va pas du tout coller, mais bon, après RC4 c'est tant mieux si on ne l'utilise pas, étant donné que maintenant on sait qu'il existe des biais statistiques dessus et qu'il faut arrêter de l'utiliser. Et puis on a aussi une mesure de prévention de DDoS qui a été intégrée à la spécification de DTLS, qui consiste en fait assez simplement pour le serveur à répondre avec un cookie lorsque le client cherche à le joindre. Et eh bien, si on part du principe que si le client est honnête et cherche bel et bien à établir une connexion, il va pouvoir renvoyer le cookie, et que en fait, si c'est un attaquant qui cherche juste à réserver des connexions pour mener un déni de service, il ne cherchera pas à répondre à ce cookie. Et donc ça permet au serveur de ne pas réserver de connexion pour rien. Voilà un petit peu pour ce contexte. Alors, je vais passer maintenant à un petit peu de code. Le cadre de la présentation étant du coup un petit peu particulier, vu que, donc, comme je vous l'ai demandé, vous avez pu accéder a priori, j'espère pour tous, à un conteneur Docker qui charge donc Scapy, et puis qui charge le logiciel Scapy, et avec un certain nombre de notebooks Python, notebook Jupyter maintenant ça s'appelle. Et donc en fait, ce qui va se passer dans la suite de la présentation, c'est que vous avez chacun un conteneur Docker où vous pouvez exécuter du code dans un notebook. Ce qui est très bien, c'est que plutôt que d'éviter d'avoir à installer Scapy sur vos propres stations et puis éventuellement de perdre du temps parce qu'il y a des dépendances qui ne sont pas résolues pour une raison ou pour une autre, il manque des bibliothèques ou quoi que ce soit. Bon, là pour le coup, on vous a préparé des images où tout est déjà en place, et du coup où les fonctions de Scapy vont pouvoir être rapidement exécutées. Comme en fait
les conteneurs qui vous sont alloués sont personnels, vous pouvez exécuter le code comme vous l'entendez. Vous pouvez le modifier si vous voulez, vous pouvez interagir un petit peu avec les différentes fonctionnalités de Scapy. Voilà. Je pense que ça va être assez rapidement clair. Juste quelques raccourcis pour survivre avec les notebooks. Donc, les notebooks Python, c'est quand même quelque chose d'assez pratique. Enfin, moi, personnellement, je trouve ça très bien pour interagir et pour incrémenter dans l'écriture de certains programmes. Oui, je pense que l'essentiel à retenir pour la suite, c'est l'usage de Shift Enter pour exécuter des cellules. Donc voilà, il n'y a pas de surprise, vous avez fait un print hello, ça tourne. Pour rappel, hein, l'exécution se fait à distance sur un serveur qui abrite des conteneurs Docker, ça n'exécute rien sur votre PC, vous pouvez être tranquille. Tout ce que vous êtes en train de faire, c'est d'envoyer des requêtes HTTP via votre navigateur pour aller exécuter ce code à distance. Voilà, donc bon, l'essentiel c'est Shift Enter. Après, si jamais vous voulez insérer des cellules, vous pouvez utiliser Alt Enter, ça fait exécution plus création de cellules. Jusqu'ici, vous étiez en mode édition, donc pour passer en mode commande et par exemple supprimer des cellules, vous faites échappe ou CTRL-M. Vous pouvez supprimer les cellules, vous pouvez les recréer. Celle-là, je la supprime parce que j'en ai pas besoin. Du Shift Enter, bon. Voilà, il y a aussi tout un menu avec tout plein d'options qui vont vous permettre, par exemple, en cas de catastrophe dramatique, d'arrêter votre noyau Python et de le relancer. Normalement, votre machine devrait tenir jusqu'au bout de la démonstration. J'y crois. Alors, je vais peut-être avoir un petit peu la tête dans l'écran. N'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions. Le but, c'est quand même de rester interactif. Je vais avant de parler des détails de TLS, je vais vous faire une brève démonstration des capacités de Scapy, plus spécifiquement des capacités de parsing et de manipulation de paquets. Scapy donc étant un logiciel codé avec du Python qui va vous permettre, grâce à la définition en fait, dans ces modules d'un grand nombre de protocoles, qui va vous permettre de parser tout un tas de formats, donc IP, TCP ou des choses beaucoup plus exotiques, du DNS bien sûr. Et non seulement vous pouvez parser et traiter ces informations avec Scapy, mais il y a aussi embarqué un certain nombre de fonctions relatives au réseau. Pour faire du sniff, pour faire du traceroute, un petit peu tout ce que vous voulez. Scapy est plus ou moins designé comme une boîte à outils pour le réseau. Mais donc pour cette présentation, je vais essayer de me limiter, parce qu'on est limité en temps, aux fonctions de parsing et de manipulation de paquets. Donc, on y va pour le vrai code. From Scapy.all import étoile, c'est pour importer toutes les fonctions de Scapy. Ici, ce qu'on va faire pour cette cellule-ci, je ne sais pas si c'est visible pour tout le monde, je vais peut-être me permettre de zoomer un peu. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous faire charger et regarder un petit peu à quoi ressemble une clé privée RSA. Donc j'ai enregistré une clé privée RSA générée pour l'occasion à un endroit, et puis donc vous voyez que ça c'est du code de Python standard. Vous chargez une chaîne d'octets plutôt longue, franchement indigeste. Si vous parvenez à me dire où commence le module là-dedans, je vous applaudis. Et donc Scapy va vous permettre de comprendre la structure de cette chaîne d'octets et éventuellement de manipuler ce qu'il y a à l'intérieur. Donc là, vu que la cellule est trop longue, je double-clique dessus pour réduire, voilà.
Et donc maintenant, je vais fournir la chaîne d'octets brute précédente dans la classe RSA Private Key que j'ai importée avec mon from scapi.all import étoile. Et je vais l'afficher. Et donc, je vais dézoomer, ça sera plus propre. Et donc voilà, ce qu'a fait Scapi, c'est qu'il a reconnu un certain nombre de structures ASN1 à l'intérieur de votre chaîne d'octets. Et du coup, il est capable, étant donné qu'on lui a renseigné la définition au préalable du format des clés privées RSA, il est capable de reconnaître les différents champs à l'intérieur du paquet, notamment le numéro de version de clé privée RSA, le module que vous pouvez évidemment retrouver dans la clé publique qui sera associée à la clé privée, l'exposant public, et puis ensuite ces éléments-ci sont propres à la clé privée. Et ce qui va être très pratique en fait pour faire du traitement avec Scapi, c'est qu'une fois qu'il a reconnu ces différents champs, les champs peuvent être traités comme des attributs d'un objet très simplement. Et du coup, l'objet qu'on a généré auparavant, donc la priv key, on va pouvoir accéder à son champ de version en fait comme un attribut, donc en allant voir privkey.version. Et donc ce que donne ceci, en exécutant cette cellule-ci, vous pouvez voir que on peut retrouver assez simplement l'entier qui correspond à la version. Donc ici, c'est un entier 0. C'est ça la version la plus commune pour les clés RSA et que vous pouvez voir ici. Et puis, si vous utilisez la fonction str, qui est bien connue de ceux qui font du Python, si vous utilisez cette fonction str, en fait, ça va reconstruire la forme binaire du paquet. C'est-à-dire que de l'objet logique que vous avez à ce niveau-ci, on va recréer une chaîne d'octets. Et là, plus spécifiquement, en fait, on va recréer juste la partie qui nous intéresse, qui va être la version. Et bien, pourquoi est-ce qu'on obtient en fait ces trois octets-ci? C'est parce que l'octet nul, le 0, c'est la valeur de la version, et puis les 0, 2, 0, 1, en fait, c'est l'encodage spécifique à SN1, c'est le type 0,2 qui correspond à un entier, la version est un entier, et puis la longueur des données encodées, 0,1, qui correspond bien à un octet qui est égal à 0. Voilà. Donc ça c'était pour lire les champs, lire les attributs. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est les modifier. Donc là par exemple, je vais dire que je veux que ma version soit maintenant l'entier 1. Et puis, comme on a un petit peu des brutes, on va doubler le module, puis on va voir ce que ça donne. Et donc, vous voyez la première modification, assez instinctivement, la version est devenue 1. Et donc le module, je ne vous ai pas menti aussi, vous pouvez aller voir au-dessus. Le module ici se terminait par 93. Ici on est à 86, je vous fais donc de la retenue. Et donc voilà, on a très simplement modifié le module de notre clé privée, et puis si on veut la réimprimer et la réécrire dans un fichier, c'est beaucoup plus rapide que d'aller chercher soi-même les différents octets qui vont correspondre dans la structure binaire. Et cette dernière cellule, elle illustre les modifications qu'on a apportées. Donc la version d'origine du fichier commençait par cette chaîne d'octets. Alors ces 4 octets-là correspondent en fait à l'encodage à plus ou moins un header ASN1 global, pour faire un raccourci, qui va englober toute la clé RSA. Donc après ce header, entre guillemets, on a la version. Donc vous voyez qu'ici on est passé de 0,0 à 0,1. Et puis au niveau du module aussi qui suivait, alors là pour le coup on a représenté les octets
de tête et non pas ceux de queue donc, qu'il y avait avec 86. Voilà, vous voyez, là on a le 1A0D qui va se retrouver à ce niveau-là. Et en fait, oui, quand on a doublé des zéros, on va bien trouver du 1A et puis des zéros quelque chose. Donc voilà, un outil quand même très souple pour manipuler rapidement différentes structures de données. Là, j'ai fait un exemple avec les clés privées RSA. Il y a tout un tas d'autres fonctionnalités avec d'autres formats. Et d'ailleurs, ce que je vais vous montrer maintenant, c'est comment est-ce que ça marche avec des certificats X509. Alors, les certificats X509, je vais en reparler ensuite dans le cadre de TLS plus spécifiquement. Ces certificats vont constituer des preuves cryptographiques qu'il existe une association entre une clé publique et puis une certaine identité. Donc ça va permettre à une entité de prouver qu'elle possède une certaine clé. Alors, pour rendre ça un petit peu plus clair, on va charger un certificat qui était associé à la clé précédente et puis l'afficher. Donc ça, c'est un certificat de test qui est dans les fichiers de test de Scapy. Et donc voilà, vous pouvez... donc en fait, on est où, voilà. Le sujet du certificat va être composé d'un certain nombre... excusez-moi. Va être composé d'un certain nombre d'attributs. Et notamment, on va retrouver le common name du sujet, donc autrement dit, à qui appartient ce certificat. Qui est l'AC-test de Scapy. Vous avez aussi à l'intérieur du certificat, donc, comme je vous le disais, une clé publique, ici une clé publique RSA. Et puis naturellement, donc la preuve cryptographique que j'évoquais, ça va être une signature qui va être apposée à la toute fin. Une signature qui se trouve ici, signature value. Et bon, pour le coup, donc ici on est avec un certificat qui est auto-signé. L'issuer et le sujet du certificat sont identiques. Dans le cadre général, en particulier quand vous allez consulter un site, que ce soit un site d'achat en ligne ou avec un compte personnel ou quoi que ce soit, la plupart du temps, le serveur que vous cherchez à contacter va vous transmettre un certificat qui va être signé par une autorité de confiance, qui est différente du serveur lui-même. Je vais y revenir. Alors, vous pouvez évidemment, dans l'arborescence de structures de données, eh bien, descendre jusqu'aux objets qui vous intéressent. Ici, par exemple, je suis allé chercher la clé publique RSA. Qui était à l'intérieur. Et puis j'ai affiché aussi le common name que je vous montrais tout à l'heure. Vous pouvez vérifier, je ne vous ai pas menti, que donc, la clé publique, le module de la clé publique qui est contenu dans le certificat correspond bien au module de la clé privée qu'on avait chargé tout au début. Il y a un certain nombre d'extensions aussi qui sont dans le certificat. Celle-ci qualifie en fait le fait que le certificat est un certificat d'autorité de certification. Et puis, donc ça c'est la nature de l'algorithme qui est utilisé pour la signature. C'est une signature RSA utilisée avec le condensat SHA-256. Alors, une dernière partie avant vraiment de rentrer dans TLS. Une dernière partie avant de rentrer dans TLS, je vais vous montrer un petit peu en fait ce que ça donne lorsqu'on ajoute des capacités cryptographiques aux fonctions de parsing et de construction de paquets dont on s'est servi jusqu'ici. Parce que jusqu'ici, on n'a pas fait de chiffrement, on n'a pas fait de signature, on n'a pas fait quoi que ce soit. On avait juste des chaînes d'octets binaires qu'on parsait d'une certaine façon et ensuite qu'on réécrivait.
Maintenant, dans Scapy, j'ai intégré un certain nombre de fonctions qui vont permettre de manipuler les clés RSA et les certificats comme s'ils disposaient directement de fonctions cryptographiques, donc de signature, de vérification de signature. Donc, d'où on part? Cette fois-ci, on va charger la clé privée avec la classe privKey. Et en fait, cette classe va non seulement contenir les capacités de parsing que je vous ai précédemment montrées. D'ailleurs, on va pouvoir retrouver rapidement que la chaîne d'octets qu'on avait chargée précédemment, donc toujours KeyStr, va correspondre à un des attributs de cet objet privKey. Et par contre, là où ça devient intéressant, c'est que en fait, l'objet privKey possède plusieurs attributs, possède un attribut key et un attribut pubKey notamment, qui sont reliés à une bibliothèque cryptographique de Python qui s'appelle cryptographie très simplement, et qui va permettre un certain nombre de manipulations. Et notamment, si je veux vérifier la signature du certificat, ce que je peux faire assez simplement, c'est reprendre la partie du certificat qui est assignée, donc autrement dit str de cert.tbs certificate, et puis je vais l'assigner avec la clé privée précédente. Donc ça va me donner une certaine chaîne d'octets, et puis je peux voir que, en fait, effectivement, ça va être la chaîne qu'on a observée à la fin du certificat. Donc on a en fait recréé la signature qui est présente dans le certificat. Voilà, je vous laisse vérifier si vous le souhaitez que les premiers octets et les derniers octets collent. Pour ceux intermédiaires, il faut me faire confiance. Et du coup, comparé à des outils qui vont plutôt être réservés à la production, Scapy permet de faire des choses de petits malins, notamment par exemple de modifier assez rapidement certains champs et puis de recréer des signatures dessus. Par exemple, ce que je vais faire ici, je vais modifier le numéro de série de mon certificat. Je vais aussi lui donner un nouveau nom parce que ça me fait envie. Et puis, je vais re-signer le certificat. Et donc, ce que nous sort Scapy, ça va être un deuxième certificat qui est différent du précédent, notamment au niveau du common name qu'on a changé, et puis du numéro de série qui se trouve ici, et avec une nouvelle signature, une signature valide. Donc voilà, qui peut permettre de créer des certificats à la volée assez rapidement avec les attributs qu'on souhaite. Voilà pour les capacités de Scapy sur les certificats. Alors, ce que je vous propose de faire, en fait, c'est, une fois que vous quittez les notebooks, de les shut down, histoire de ne pas réserver trop de ressources pour rien. On ne sait jamais s'il y a plein de participants sur le serveur. Ça va faire un petit peu de place, et on va passer au deuxième qui va montrer comment est-ce que ces certificats s'intègrent dans la négociation TLS, et plus largement, comment est-ce qu'on parvient à assurer les propriétés de confidentialité, d'intégrité et l'authentification du serveur à l'aide des échanges TLS. Donc, je vous ai représenté ici le déroulement standard d'une session, d'une négociation TLS 1.2. Donc il existe un certain nombre de messages qui sont échangés entre le client et le serveur jusqu'à ce qu'on accède à la phase où on a un échange de données applicatives protégées avec les propriétés de sécurité que je vous exposais précédemment. En fait, tous les messages qui sont en rouge sur cet échange sont en clair, et c'est seulement pour les messages en noir que la phase chiffrée et intègre, la phase confidentielle et intègre commence. Donc on va parcourir tout ça avec des messages concrets. Je vais rezoomer un petit peu.
Donc, on charge à nouveau le module Scapy et on va parser ensemble plusieurs records, donc les records TLS, que j'ai capturés. C'était une session entre celle-ci, c'était une session entre un Firefox tout à fait standard et puis en face, c'était un serveur GitHub. Donc, allons-y. Le premier message qui est envoyé par le client au serveur, c'est le message client hello. Ce message, vous voyez qu'il y a un header TLS en fait, qui va chapeauter toute la structure, qui va simplement contenir le type de message, la version et puis sa longueur. Et ce qui va vraiment nous intéresser dans ce message-là, en fait, ça va être tout ce qui suit ensuite, qui est encapsulé, donc le message client hello, qui va contenir une certaine version, TLS 1.2 ici, qui est la version à ce jour officielle la plus récente. On parlera de TLS 1.3 tout à l'heure, si j'ai le temps, je pense. Donc TLS 1.2, la version à ce jour la plus récente du protocole, qui est affichée ici parce que eh bien, c'est la version que le client veut voir adoptée pour la suite des échanges. Il y a ensuite deux champs qui se succèdent. Alors ici, pourquoi 1982, pourquoi cette date un petit peu absurde? C'est qu'en fait, il y avait une époque où ces quatre octets-ci étaient utilisés comme un moyen de prévention contre des générateurs d'aléas qui seraient cassés. Ensuite, on s'est aperçu que c'était vraiment un sparadrap qui ne servait pas à grand chose, et du coup, ces 4 octets ont été restaurés pour constituer un véritable aléa de 4 octets ici, plus 28 là. Donc en fait, ces deux champs désignent 32 octets d'aléa. Vous avez ensuite un certain nombre de suites cryptographiques que le client prend en charge et propose pour la négociation. Alors, qu'est-ce que ça va être une suite cryptographique? En fait, ça va être l'association d'un certain nombre de fonctions cryptographiques qui vont déterminer la suite des échanges et qui vont permettre d'assurer les propriétés de sécurité. Comment est-ce que cette suite des échanges, et notamment en fait dès la négociation, est affectée? Notamment avec une méthode d'échange de clés. Donc, par exemple, ECDHE, ECDSA, ça va désigner une méthode d'échange de clés basée sur ECDHE et qui va utiliser de l'authentification avec une signature ECDSA. On va voir ça dans des messages un petit peu en dessous. Et puis AES 128 GCM, ça va être l'algorithme de chiffrement et puis donc le mode GCM, un mode de chiffrement qui intègre Pardon? Exactement, merci. Il y a des gens qui suivent. Un mode de chiffrement donc, qui intègre l'authentification, qui intègre l'intégrité. Donc c'est cette fonction qui va être essentielle pour la protection des échanges applicatifs. Donc vous voyez qu'en fait il y a un certain nombre de combinaisons qui existent. Ici il y en a 11 qui sont proposées par le client. Ça a mené à certains problèmes par le passé, le fait d'avoir des fonctions cryptographiques qui traînent dans tous les sens. TLS 1.3 a un petit peu arrangé cette affaire en réduisant le nombre de fonctions autorisées, le nombre de suites autorisées à 5. Et puis vous avez aussi un certain nombre d'extensions dans le client Hello. Alors je crois que je les ai affichées, voilà. Dans les cellules d'après, vous pouvez les afficher un petit peu plus clairement. Je ne vais pas toutes les parcourir. Ce dont je vais reparler plus tard, ça va être le server name notamment. L'extension aussi SNI pour Server Name Indication, qui va en fait désigner... Excusez-moi. Qui va en fait permettre au client de signaler au serveur le domaine qu'il cherche à joindre, sachant que le serveur qui va gérer en fait la connexion TLS est capable de servir plusieurs domaines. Ça va être un petit peu plus clair peut-être quand je vais faire la comparaison entre le nom qui est affiché dans le certificat et puis ce nom-ci.
Voilà, les groupes pris en charge désignent ici les courbes elliptiques sur lesquelles peuvent se réaliser l'échange de clés ECDHE dont je vous parlais tout à l'heure. ALPN donc, va permettre de préparer la session applicative qui suit la négociation TLS. OCSP, donc Certificate Status Request, c'est un moyen de... ça permet d'effectuer des vérifications liées à la révocation. Et puis les algorithmes de signature, donc ça on va le voir en pratique dans les messages liés à l'échange de clés, ça va être des moyens d'authentification. Alors regardons ce que le serveur répond au client. Donc le serveur va répondre avec un serveur hello qui, pour le coup, ça va me faciliter le travail. En fait, c'est un petit peu un sous-ensemble du client hello, dans le sens où la plupart des champs sont communs entre les deux messages, mais le serveur va choisir une suite spécifique parmi toutes celles que le client avait proposées. Donc cette suite qui va être adoptée pour la suite de la négociation. Donc on voit ici qu'on va effectuer un échange de clés ECDHE et exploiter une signature RSA pour l'authentification. Et puis aussi un certain nombre d'extensions qui reprennent, qui sont un sous-ensemble des extensions affichées par le client et qui notamment ici indiquent la prise en charge du SNI. Et donc le serveur ici par exemple indique qu'il veut faire du HTTP 1.1. Le second message que le serveur va envoyer au client, ça va être le message certificate. Alors il y a une en fait, il y a une petite ambiguïté dans le nom. Il faut savoir que le message certificate ne contient pas un seul certificat, mais une chaîne de certificats. Une chaîne de certificats qui va permettre au client d'établir d'établir une confiance en le certificat du serveur à l'aide de la transmission de confiance depuis une autorité de certification en laquelle il a déjà confiance. C'est-à-dire que ici, vous voyez qu'en fait, il y a... Hop, on va exécuter la cellule suivante. Dans le message certificate, il y a en fait, dans ce message certificate, il y a deux certificats X509. Le premier qui est présenté, qui correspond au certificat du serveur, donc qui va servir pour l'authentification de la suite des échanges, c'est un certificat qui appartient à www.github.com et qui a été délivré par DigiCert SHA-2 High Assurance Server CA. Et donc ce premier certificat qui correspond bel et bien au serveur qu'on cherche à contacter est suivi d'un second certificat qui montre en fait que l'AC, l'autorité de certification qui a signé le précédent certificat, cette AC est elle-même vérifiée par l'issuer ici, qui est en fait la racine de confiance de DigiCert et qui normalement est reconnue par ou bien votre navigateur ou bien votre système d'exploitation, ça dépend un petit peu des contextes. Dans les faits, ce qui est important, c'est que le client dispose au préalable d'un certain nombre de racines de confiance qui permettent de descendre et de transmettre cette confiance par des moyens cryptographiques jusqu'au serveur qu'il cherche à contacter. Voilà, et c'est là où, en fait, où je faisais un petit comparatif entre le SNI et puis le contenu du certificat. Vous voyez ici que le serveur que le client cherche à joindre, c'est le domaine de camo.githubusercontent.com. Et qu'en fait, même si le certificat avait pour common name www.github.com, il y a une extension dans le certificat qui permet d'utiliser, qui autorise l'usage de ce certificat avec un certain nombre de noms de domaine qui sont distincts de www.github.com. Donc notamment tous les noms de domaine qui seront sous github.com, sous github.io aussi, et puis là ça correspond bel et bien à notre cas, les noms de domaine qui sont sous githubusercontent.com. Donc voilà, même si le certificat appartient à une certaine entité
qui est défini dans le common name, il peut servir pour plusieurs domaines. Et pour finir donc ce premier groupe d'échanges envoyé par le serveur au client, pour rappel, je vais remonter vite fait. Là, on est dans cette partie-ci. Donc, pour finir ce groupe d'échanges, le serveur va envoyer un serveur key exchange. Et, hop, voilà, j'y arrive. Va envoyer un certificat de status, un serveur key exchange, un serveur load donne. Alors, le certificat de status, c'est relatif aux informations de révocation que j'évoquais tout à l'heure. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Ce qui va vraiment nous intéresser pour la méthode d'échange de clés, ça va être le serveur key exchange. Vous voyez ici qu'en fait, on a la valeur publique d'une clé qui est donnée dans le message, la valeur publique d'une clé définie sur la courbe SecP256R1. Et puis cette valeur publique qui va être utilisée plus tard pour dériver les secrets de session qui vont servir notamment pour le chiffrement et pour le chiffrement AES-GSM. Cette valeur donc, qui est essentielle pour la suite de la session, elle va être authentifiée à l'aide d'une signature. La signature donc, qui suit ci-dessous, qui correspond en fait à la signature d'une certaine chaîne binaire à l'aide de la clé du certificat donc, de www.github.com. Et ce qu'on va faire, on va vérifier à la main rapidement que cette signature correspond bien à ce qu'on attend, et donc que eh bien, le serveur est bel ou bien authentifié au cours de cet échange. Donc en fait, la chaîne qui est signée dans ce contexte, ça va être la concaténation de l'aléa du client, donc les 32 octets dont je parlais tout à l'heure, avec l'aléa du serveur, donc pareil 32 octets, plus les paramètres de l'échange de clés qu'on peut très facilement réimprimer à l'aide de cette commande-ci. Et donc, en concaténant tout ça, hop, on fait ça ici, et en demandant et en se servant de notre certificat qui intègre un certain nombre qui embarque un certain nombre de fonctions cryptographiques, eh bien on va pouvoir vérifier que la signature qui était dans le TLS Server Key Exchange est bien valide. Et puis on a aussi le paramètre SHA-512. Hop, et donc on a true magique. Alors, vous n'êtes pas obligé de me croire, vous pouvez modifier des choses si vous le souhaitez. Par exemple, on va ajouter un octet nul, on va même être encore plus clair. On va ajouter un octet nul à ce niveau-ci, que je me débrouille sur ce clavier. Ça devrait le faire. Voilà, la signature n'est plus valide. Donc, bon, juste pour dire que sans cette chaîne précisément, et sans la signature ne serait pas valide et donc l'authentification ne serait pas valable. Là, pour le coup, on a réussi donc à transmettre une valeur publique, donc on a fait la moitié de l'échange de clés, et on a authentifié le serveur. La deuxième partie de l'échange de clés, ça va être le client qui va lui aussi transmettre une valeur publique. Hop, c'est fait à ce niveau, mais là, on ne voit rien. Pourquoi est-ce qu'on ne voit rien? Ce n'est pas l'effet démo, je vous rassure. C'est qu'en fait, pourquoi est-ce que dans le Client Key Exchange, on ne retrouve pas cette structure? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas une structure identique à ce qu'on avait ici? C'est qu'en fait, eh bien, tel quel, on a dit à Scapy de parser le record TLS sans aucun contexte. Donc en fait, il est a priori pas capable de reconnaître la méthode d'échange de clés qui a été utilisée pour l'écriture de ce message. Autrement dit, ça pourrait être par exemple un échange de clés basé sur du Diffie-Hellman sur groupe multiplicatif, ça pourrait être du ECDH, ça pourrait être... Bon, a priori, il n'y a pas beaucoup d'autres méthodes.
mais donc Scapy ne peut pas deviner tout seul ici comment parser, parce qu'en fait il existe un contexte de session TLS qui est transmis entre le client et le serveur, qui évolue peu à peu. Et bien du coup, ce contexte en fait est nécessaire pour comprendre le contenu des paquets. Et vous voyez d'ailleurs que pour la suite de l'échange, donc après le change cipher spec, normalement on est censé adopter AES GCM. Le problème c'est que la Scapy ne comprend rien parce que il affiche des messages il considère qu'il existe des messages qui ne sont pas chiffrés ici, des hello requests qui logiquement en fait qui n'ont rien à faire ici normalement. Puis il ne sait pas du tout parser ça. Et tout ça c'est parce que il n'a pas pu suivre au fil du temps quelle méthode d'échange de clés avait été adoptée et il n'a pas pu calculer les secrets de session. Du coup, ce qu'on a fait naturellement, c'est qu'on a créé un contexte. On a créé un contexte de session TLS qu'on peut transmettre à la classe TLS pour augmenter les capacités de parsing, de compréhension des paquets. Donc, ce qu'on fait ici, c'est qu'on va recharger la chaîne précédente, et cette fois-ci en transmettant un contexte de session. Donc ici, j'ai pris le contexte qui était au niveau du serveur Hello. Et puis pourquoi la fonction mirror c'est en fait il y a besoin en fait de préciser à la classe TLS de quel côté on se trouve de la session en quelque sorte, parce que le contexte de session va dépendre de numéros de séquence et d'un certain nombre d'autres attributs qui vont évoluer en parallèle entre le client et le serveur, mais Scapy a besoin de savoir de quel côté il se trouve pour choisir les bons. Et donc si on exécute ceci, on trouve bel et bien maintenant que Scapy est capable de reconnaître une clé publique ECDH, là où tout à l'heure il affichait un petit peu n'importe quoi. Et puis pareil, à la fin, alors même si on n'a pas les secrets de session qui permettent de déchiffrer le contenu du message, normalement c'est un message finished qui finit la négociation de la session, mais ici on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. Mais même si Scapy n'est pas capable de déchiffrer le contenu de ce message-là, il est quand même capable de savoir que, on est passé dans un contexte où l'algorithme AES GCM est actif, et donc qu'il existe un IV qui précède un contenu chiffré, et puis qu'il y a un tag, un motif d'intégrité qui suit le message. Ce qui est quand même un petit peu mieux et clairement plus juste que cette confusion atroce à ce moment-là. Voilà. Et donc la suite de la session, si on continue à transmettre le contexte, donc cette fois en changeant de côté, en changeant à nouveau de côté avec la fonction mirror parce que on est passé du côté client au côté serveur. On trouve ici, alors le ticket de session était encore en clair, et puis on voit que Scapy a été capable de comprendre à nouveau la structure du paquet parce qu'il sait que AES GCM est en place, même si, encore une fois, il n'a toujours pas les secrets de session et que donc il ne peut pas déchiffrer ce qu'il y a à l'intérieur de cette chaîne. Et puis logiquement, ça va être la même chose pour les échanges applicatifs. On ne connaît pas le contenu, mais on est capable de comprendre ce qui se passe autour. Voilà pour cet aperçu d'une négociation TLS. Alors maintenant, hop, on fait un petit shutdown. Et puis maintenant, je vais vous montrer en fait l'impact de la PFS. Alors la PFS, ou Perfect Forward Secrecy, alors bon, maintenant on entend plus souvent parler de Forward Secrecy, on a appris à être un peu plus humble. La PFS, ou la confidentialité persistante en français, c'est une propriété qui dit que si jamais les clés à long terme qui ont permis d'établir la session, si jamais ces clés venaient à être compromises, ça ne compromettrait pas pour autant le contenu des messages qui ont été échangés pendant la session. Plus concrètement, ça veut dire que si jamais
la clé d'un certificat donc, qui sont en pratique utilisées pendant des mois ou des années, si jamais cette clé venait à être compromise par un attaquant d'une façon de son choix, eh bien, même si l'échange avait été enregistré par un attaquant, eh bien, le fait de posséder cette clé de certificat ne permet pas de comprendre la suite des échanges. Alors, je vais vous illustrer tout ça avec un nouvel échange, avec une nouvelle négociation, qui cette fois a été capturée entre un OpenSSL très simple et puis, qu'est-ce qu'il y avait en face? Hop, on va voir là. C'était sans doute entre un S-Client et un S-Server. Donc en fait, vous voyez ici, là j'ai vraiment réduit au minimum les suites cryptographiques qui allaient être prises en charge par le client. Et le serveur donc, va répondre à un message aussi assez épuré, avec très peu d'extensions. Donc là, pour l'instant, tout est clair, rien ne change. Hop. Et ici, donc, ici en fait, on parse un client key exchange qui ne va pas parvenir à déchiffrer une partie du message. Alors qu'est-ce qui se passe ici? Donc, vous avez vu que le serveur a adopté une suite TLS RSA with AES 128 CBC SHA, en mélangeant l'anglais et le français. Et donc la méthode d'échange de clés qui est pratiquée ici, c'est du chiffrement RSA. Ce qui va se passer, c'est que le client va utiliser la clé publique présentée par le serveur dans son certificat pour chiffrer un secret, et ce secret va ensuite être dérivé en tout un tas de secrets de session qui vont être utilisés dans AES. Et eh bien, contrairement à l'échange ECDHE plus signature RSA qu'on avait précédemment, vous comprenez bien que si jamais le bloc relatif à l'échange RSA ici venait à être compromis, donc en fait si jamais la clé privée était dévoilée, eh bien, il serait possible à un observateur qui aurait enregistré l'échange de déchiffrer ce secret qui a été chiffré à ce moment-là de la connexion, et donc de dériver lui-même ensuite les secrets de session pour dérouler tout le contenu des échanges applicatifs. Donc, supposons pour l'instant qu'on ne dispose pas de la clé du certificat. Vous voyez que eh bien, le secret ici dans l'échange de clés reste chiffré, on ne peut pas le lire. Et puis, pareil, les échanges applicatifs, on n'est pas capable de... Enfin, les échanges applicatifs, la fin de la négociation qui contient le finished, mais qui est chiffrée, on n'est pas capable de la comprendre. Et puis, hop, identique, même histoire du côté du serveur, on ne peut pas comprendre le contenu du finished. Et puis, au niveau de l'application, au niveau des échanges applicatifs, encore une fois, on est avec du chiffré. Maintenant, donc, supposons qu'un observateur a enregistré la session et qu'il a réussi à casser d'une façon ou d'une autre la clé du certificat. Ce que je vous propose de faire, c'est de revenir à cette cellule que j'avais commentée, de décommenter ces deux lignes-ci, qui vont en fait charger la clé du serveur et qui vont l'injecter dans la session, dans le contexte. Et puis, donc, ce contexte étant transmis ensuite entre les différents records via la classe TLS, Scapy va se charger de faire les calculs à votre place pour générer les secrets de session. Donc, pour reprendre, on va réexécuter en fait tout depuis le début avec ces deux lignes décommentées parce qu'en fait les notebooks donc, conservent un certain nombre de variables. Donc pour eh bien, réinitialiser les variables, je vous propose de faire un kernel restart and run all. C'est un bouton rouge, mais il ne faut pas avoir peur. Et donc, voilà, ici, on a chargé à ce niveau-là la clé. Et vous voyez maintenant que le secret
qui était auparavant chiffré avec la clé RSA a été déchiffré automatiquement par Scapy, et que du coup, Scapy dans son coin est allé calculer les secrets de session relatifs à AES, c'était du AES CVC il me semble, voilà. Cette fois, il est capable de trouver ce qu'il y a à la fin de la négociation, qui était bien un message finished, et de parser tout comme il faut. De même, côté serveur, on va pouvoir voir le contenu du finished, et puis, cette fois, dans l'échange applicatif n'est plus protégé du tout, et donc on va être en mesure de lire le contenu des échanges applicatifs. Ici, en fait, on voit que dans ce cadre-ci, il y a deux messages applicatifs. Le premier qui contient une chaîne vide et le deuxième qui contient une deuxième chaîne, que les amateurs pourront apprécier. Et en fait, pourquoi cette chaîne vide? C'était une contre-mesure à l'attaque BEAST, qui n'est plus trop discutée maintenant parce que la plupart des navigateurs intègrent des méthodes de protection contre ça. Mais voilà, ce qui nous intéresse, c'est vraiment le fait d'avoir pu déchiffrer les données applicatives. Donc voilà, c'est vraiment important. Excusez-moi. Voilà. C'est vraiment important qu'une session TLS et en fait plus largement que des communications qu'on souhaite protéger vérifie la propriété de PFS, parce qu'il existe ce risque bien qu'il y ait des enregistrements qui puissent être lus par des personnes mal intentionnées plus en avant dans le temps. Et donc le fait d'utiliser des suites cryptographiques modernes qui vont embarquer par exemple des échanges Diffie-Hellman sur groupe multiplicatif ou sur courbe elliptique va permettre de s'assurer immédiatement que la PFS va bien être assurée. Alors, je ne sais pas combien de temps il me reste. Ça va. Donc, je vais fermer ce notebook, je vais l'arrêter. Et puis, on va terminer sur un petit aperçu de TLS 1.3. Notamment, je vais vous parler de ce qu'il en est de la PFS et de ce qu'il en est de la PFS dans les échanges TLS 1.3, et puis aussi de comment est-ce que on a essayé plus ou moins d'intégrer des problématiques de vie privée dans les nouvelles spécifications. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, la version la plus récente officiellement de TLS pour l'instant, c'est TLS 1.2. TLS 1.3 est toujours en cours de spécification. On approche de la fin, mais c'est pas encore complètement officiel. Il y avait la 21e version du draft qui a été publiée il y a 3 jours. Donc il y a du boulot, il y a des itérations dessus. Mais au niveau de la négociation, on a atteint un schéma à peu près stable qui correspond à ceci. Vous vous souvenez de ce que je vous ai dit, en fait, le rouge désignait des messages en clair, le noir désignait des messages chiffrés. Alors pourquoi du bleu au milieu? Ça passe bien à l'écran. Pourquoi du bleu au milieu? C'est qu'en fait, la négociation TLS 1.3 standard va intégrer deux contextes de chiffrement différents. C'est-à-dire que le client et le serveur, en un seul échange, ici dans le client Hello et le serveur Hello, vont intégrer directement ce qu'on va appeler les key shares. En fait, ça va être les valeurs de clés publiques des échanges Diffie-Hellman. Ces valeurs de clés publiques en fait, vont permettre, dès ce point-ci, au niveau du serveur Hello, de réaliser l'échange de clés immédiatement, et donc de posséder d'emblée un secret, de posséder très tôt dans la session un secret donc sur lequel va s'appuyer le contexte de chiffrement. Et c'est pour ça qu'on peut se permettre maintenant de protéger en confidentialité notamment et en intégrité des extensions qu'on va mettre dans un message encrypted extensions. Et puis il y a ensuite un certain nombre d'autres messages, notamment le certificate verify, qui va permettre l'authentification du serveur
Donc ici, l'authentification, dans TLS 1.3, l'authentification ne repose plus sur la signature de la valeur publique de la clé ECDH, qu'on a recalculé à la main tout à l'heure, mais en fait sur une signature qui va porter sur globalement en fait l'ensemble du contexte de session en concaténant tous les messages qui ont été envoyés jusqu'au certificat de Verify et en les signant avec le certificat. Et donc en fait une fois que les messages finished ont été échangés, le client va pouvoir commencer à envoyer des messages au serveur à l'aide d'un secret qui sera calculé sur la base de l'ensemble du contexte de la session et non plus seulement du client hello ou du serveur hello comme pour la phase bleue. Donc, on va parcourir rapidement dans les minutes qui nous restent un échange TLS 1.3 comme on l'a fait précédemment en fait. Oui. That's okay. How does this look like together with the TCP session setup? So before the client hello, there's the TCP soon, SYN-ACK, soon. So can, in the best case, the client hello be already be mixed with the? Sorry. My question is about the. I can hear you, so I guess we'll make do. For the streaming. Oh. Thank you. I'm going to repeat the question. So this is the pure TLS 1.3 session setup, and before that, obviously, in the case of TCP, there would need to be the TCP setup. So my question is, can the client hello already be with TCP fast start in the third TCP setup packet? So TCP adds another round trip time at the beginning. And the second question, can the application query be already in the finished packet? I'm not sure I follow you. So that it's very easy to understand that I have no idea about TLS. Sorry, could you repeat the first question because I didn't. The client hello. Before the TLS setup, there's the TCP SYN-ACK setup. So the client hello can already be in the second SYN packet, in the client to server SYN packet. ACK packet. Yeah. Okay. And the second question, whether the finished packet of the TLS 1.3 setup could already be mixed with the first application query? It can, yeah. It can. Okay. And actually, there is a mode called 0.5 RTT, which enables the server to send data along this first finished. But we're going to talk a bit about the 0 RTT mode, and yeah. Okay, thanks. Je vais repasser en français, si ça vous gêne pas. Donc, on va parcourir donc un échange, une négociation TLS 1.3, avec le cas un petit peu particulier en fait ça va pas être exactement cet échange-ci, parce que comment dire, il est possible que ce premier échange se passe pas très bien, par exemple si le client propose une key share qui ne correspond pas à ce que le serveur attend. Par exemple, un client qui dirait je veux faire un échange sur une courbe Brainpool, et puis le serveur lui dit non désolé, je prends pas ça en charge, mais si tu veux on peut faire ça sur une courbe NIST P256. Et donc en fait à ce moment-là le serveur va signaler au client qu'il doit recommencer à faire un client hello pour que la négociation se déroule.
Donc c'est ce qu'on va voir rapidement ici. Donc vous avez ici un client Hello TLS 1.3 qui reprend en fait la structure traditionnelle qu'on a déjà parcourue avec un certain nombre d'extensions. Vous avez ici les suites cryptographiques, donc seulement avec des méthodes de chiffrement qui intègrent les motifs d'intégrité. Donc un certain nombre d'extensions. Vous voyez ici le client Hello qui cherche à transmettre directement sa key share dans le cadre d'un échange X25519. Et ben en fait, dans cet échange-ci que j'ai récupéré en fait d'un draft de vecteur de test, le serveur ne prend pas en charge X25519 et va dire au client Hello request, il faut recommencer le client Hello avec, tant qu'à faire, une key share qui va se calculer sur la courbe SACP256R1. Donc le client est coopératif dans ce cas-là, il recommence à envoyer ce qu'il avait fait précédemment avec cette fois-ci une key share SACP256R1. Et alors, pour l'instant, on peut ignorer la partie commentée, c'est un petit peu lourd. Hop. Le serveur. Est-ce que je peux agrandir ceci? Voilà. Donc le serveur, cette fois-ci, est bien d'accord avec ce que le client lui a envoyé. C'est tant mieux parce que c'est lui qui lui a demandé de faire l'échange sur SACP256R1. Et donc il va envoyer à son tour une key share. Et donc, si vous vous rappelez de ce que j'ai dit au moment de l'échange pour les négociations TLS 1.3, cet échange de clés en fait, permet directement d'instaurer un contexte de chiffrement qui va nous empêcher de lire la suite de la session. Notamment, bon, voilà, là, Scapy n'avale pas du tout ce qui se passe, il ne reconnaît pas le contenu des messages TLS, et c'est bien normal parce qu'il ne dispose pas des secrets de session. La suite, c'est exactement pareil, sans surprise. Et du coup, simplement pour l'exemple, je vous propose de décommenter ces lignes-ci qui vont intégrer la partie privée de la clé de l'échange de CDH sur SACP256R1 et qui va nous permettre de calculer les secrets de session pour déchiffrer un petit peu ce qui se passe dans la suite de l'échange. Alors normalement, cette situation-ci, contrairement à la compromission de clés de certificat, normalement cette situation-ci n'est jamais censée arriver. Pourquoi ça? Parce que les secrets pour les échanges de CDHE sont censés être supprimés directement après la génération directement après l'instauration du contexte de chiffrement. Et c'est bien pour ça qu'en fait qu'on parle souvent de secrets éphémères. C'est des secrets à usage unique qui n'ont pas vocation à être réutilisés et du coup qui ne devraient jamais pouvoir être enregistrés et utilisés contre le client et le serveur. Là pour le coup, c'est vraiment pour l'exemple, je les ai récupérés depuis le draft de vecteur de test. Et alors, comme auparavant, on va faire un restart and run all. Voilà, on descend un petit peu. Et donc ça commençait ici. Vous voyez ici que maintenant, le Scapy a réussi à déchiffrer ce qui était auparavant protégé et qu'il peut comprendre un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur d'un message qu'il reconnaît comme un encrypted extensions, avec notamment le server name, enfin ici c'est simplement la confirmation du server name par le serveur. Il dit qu'il prend en charge l'extension SNI. Et puis, de façon plus remarquable, en fait, on observe que le certificat était contenu dans la partie chiffrée dans cette première partie chiffrée de la négociation. Donc, certificat qu'on pourrait dire protégé par
par ce chiffrement, encore que ça mérite d'être discuté, et c'est ce que je vais faire dans quelques secondes, une fois que j'aurai terminé de passer en revue le message. Et ici, donc, le certificate verify, qui, comme je vous le disais, correspond en fait à la signature qui permet d'établir l'authentification, qui équivaut à ce qu'on avait auparavant dans les messages, pour les messages Server Key Exchange et Client Key Exchange. Et puis, donc, bon, la suite de la session, évidemment, peut être lue. Et puis, donc voilà, on arrive à la fin de la négociation ici avec un finished. Donc voilà un petit peu le contexte pour TLS 1.3. Pour conclure rapidement, parfait. Pour conclure, en revenant un petit peu sur les enjeux de vie privée, il a été mis en avant en fait au moment de la spécification de TLS 1.3 au départ que eh bien, le fait de protéger le certificat dans cette phase de négociation chiffrée ajouter en fait en protection à la vie privée relatif aux échanges, c'est une position qui est un petit peu discutable autant du côté du client que du serveur, dans le sens où eh bien, le serveur de toute façon ne va pas pouvoir cacher son certificat. N'importe quel client qui peut chercher à se connecter en TLS 1.3 sur le serveur va récupérer le certificat, même si ce certificat est chiffré, mais vu que le client est en train d'initier une connexion légitime, eh ben, il va pouvoir le déchiffrer normalement. Et puis côté client aussi, en fait, on se dit que peut-être que le fait de cacher le certificat va permettre de cacher eh bien, le site que le client cherche à joindre. Ben, en fait non, parce que comme je l'écris juste en dessous, le problème c'est que il est nécessaire pour le client d'utiliser une extension dans le client Hello, d'utiliser l'extension server name. Et que du coup, même si on n'a pas connaissance du certificat et que donc, le certificat demande un petit peu plus de calcul pour être récupéré, on pourra toujours, enfin il sera toujours possible pour un observateur passif de capturer ce message client Hello en clair et puis de retrouver l'extension server name qui est à ce niveau-là. Donc ici on a un domain name très simple qui correspondait vraiment au vecteur de test. Mais voilà, il faut s'imaginer que ce sera à cet endroit-là qu'on aura les www.github.com et compagnie. Voilà. J'avais mis un mot sur le 0RTT. Le sujet est peut-être un petit peu long et mérite d'être discuté plus en profondeur, mais je pense que nous n'avons plus tout à fait le temps et je préfère en fait prendre des questions si vous en avez plutôt que de partir dans ce débat qui agite la mailing list depuis quelques mois. Voilà, je vous remercie.